Le Bitcoin n'évolue presque plus depuis quelques mois, les altcoins ne donnent rien, ils sont complètement morts. Mais est-ce que c'est la fin de ce bull market ou est-ce qu'il nous reste encore du temps pour aller chercher des gains potentiels sur la fin de l'année et potentiellement sur l'année 2026 qui arrive? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le point sur le marché des crypto-monnaies, donc notamment sur le Bitcoin. Et on va faire un gros point sur la macroéconomie parce que vous allez le voir, c'est ce qui va nous dire si oui ou non on a encore de l'upside potentiel sur le marché des crypto-monnaies. Donc là à l'écran, je vous ai mis donc la courbe du Bitcoin. Donc on voit clairement que le Bitcoin depuis quelques temps ne donne rien, il évolue dans son range, donc on va dire entre son ATH et le niveau approximativement des 110 000, comme vous voyez là, donc on est quelques fois passé en dessous. On a eu cette grosse liquidation qui est venue donc du coup faire mal à tous les gens qui étaient positionnés sur les marchés dérivés. Donc j'espère pour vous que vous n'êtes pas forcément sur les marchés dérivés ou alors que c'est vraiment une toute partie de votre capital parce qu'évidemment ça va être vraiment très risqué, c'est vraiment un métier, donc ne faites pas n'importe quoi avec les leviers. Maintenant nous on va se concentrer sur plutôt du coup le spot, donc le spot c'est-à-dire investir et détenir les actifs. Donc lors de la dernière vidéo que je vous avais faite, je vous avais donné des zones intéressantes à potentiellement venir récupérer. Donc on avait la zone ici donc des 110 000, on avait la zone ici des 105 000 et si on venait chercher plus bas, on avait la zone des 97 000. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? Donc on est venu récupérer donc les premières zones ici et ici. Il nous reste toujours à venir récupérer cette zone pour venir récupérer les liquidités qui sont placées juste en dessous. Donc c'est pas sûr qu'on y aille, mais il faut le garder en tête qu'on peut toujours descendre et venir récupérer ici ces données. Pourquoi est-ce qu'on peut toujours y aller? Parce que donc tout le monde est un peu en panique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peur sur le marché des crypto-monnaies, mais on n'est pas encore sur une peur extrême où tout le monde abandonne et tout le monde jette l'éponge. Voilà, donc actuellement on est sur les niveaux donc à peu près des 110 000. Le marché se stabilise, on a une volatilité sur le Bitcoin du moins qui n'est pas très élevée. Vous voyez, ça fait vraiment longtemps qu'on évolue dans ce range. Je crois que ça fait 160 jours, quelque chose comme ça, qu'on est au-dessus des 100 000. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps où on évolue très peu. On n'a pas de phase d'expansion, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Et souvent, quand on a des consolidations de ce niveau-là qui durent longtemps, quand on va casser à la hausse ou à la baisse, souvent ça va être des gros mouvements. Donc nous, on va essayer de vouloir plutôt forcément aller chercher un mouvement à la hausse. Mais donc du coup, on va voir pourquoi il y a beaucoup de gens qui paniquent. Donc notamment, ici par rapport à ce schéma, ce graphique. Donc là, je vous ai mis le Bitcoin donc en vue semaine, il me semble. Ouais, ça doit être ça, vue semaine ou vue mois, je pense plutôt. C'est-à-dire qu'une barre est égale un mois. Et donc on voit qu'à chaque bas de marché, donc chaque fin de bear market, entre le bas et le top donc du coup du bull market, on a à peu près 1065 jours. Et vous voyez que sur les derniers cycles, à chaque fois, ça correspondait quasiment au jour près à cette valeur-là. Et donc aujourd'hui, si on fait pareil sur notre cycle actuel, les 1065 jours, ça tombe à peu près sur ce mois de octobre-novembre. Ce qui pourrait nous dire que donc ça peut potentiellement être la fin, puisque si on a fait à chaque fois pile 1065 jours à peu près, on pourrait se dire bon ben là c'est bon, c'est fini, on n'a plus de gains à avoir. Alors ça va pas forcément être le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens en général vont se dire bon ben le Bitcoin il a un cycle de 4 ans, c'est comme ça, donc au bout de 4 ans on sort. Mais en fait ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière ce cycle de 4 ans, il y a plein de raisons macroéconomiques. Ces raisons macroéconomiques sont notamment caractérisées par l'ISM. Donc l'ISM c'est l'indice manufacturier des entreprises. Donc là je vous ai mis l'ISM des États-Unis. Et donc on voit bien, hop, cette vague 1, cette vague 2, et là, en fait, on n'a pas cette remontée. Si on calque donc à peu près les cycles qu'on a sur le Bitcoin, vous voyez bien, 2017-2018, c'était notre top du premier cycle. Ici, 2021, à peu près le deuxième cycle. Et là, notre cycle, en fait, on attend que cet ISM parte à la hausse pour aller récupérer le gros de la performance. Et donc, quand on regarde ces cycles, vous voyez, donc là avec un peu plus d'antériorité, on se rend bien compte que c'est vraiment des vagues au fur et à mesure du temps. Et que là, pour l'instant, on est en train de monter. Mais par rapport aux anciens cycles, en fait, on a un peu plus de temps. Et pourquoi est-ce qu'on a plus de temps? C'est notamment à cause de la crise du Covid. Parce que la crise du Covid, on a dû imprimer énormément d'argent, énormément.
Donc l'économie, il y a eu l'inflation qui est partie à la hausse très rapidement, tout a explosé un petit peu de partout. Et en fait, on a dû calmer tout ça, mais vu que c'était une situation qui était vraiment inédite et qu'on n'avait jamais eu ça, le temps, si vous voulez, qu'on ait la redescente pour repartir sur un nouveau cycle a été beaucoup plus longue. Et en fait, ça, on le voit avec les taux d'intérêt qui ont baissé très peu par rapport aux anciens cycles où à chaque fois, quand on avait des grosses baisses de taux, là, ça repartait à fond. Alors que là, les politiques monétaires des États-Unis, donc la Fed, prend beaucoup plus son temps pour baisser les taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'en fait, on a de moins en moins d'argent dans l'économie. Enfin, on en a de plus en plus, mais beaucoup moins que sur les anciens cycles. Donc là, si on regarde un petit peu les projections donc des baisses des taux, donc on a eu la baisse de taux le 29 octobre, donc ici on avait 97% de probabilité de l'avoir, elle a été validée, donc ça c'est top. Par contre, Jérôme Powell nous a dit que c'était pas sûr à 100% qu'on en ait une en décembre, donc là on avait 87, c'est le screen que j'avais fait juste avant la réunion, donc il n'est pas forcément à jour à 100%, donc là cette probabilité a baissé. En fait, ce qu'on se rend compte surtout, c'est que on voit sur les prochains meetings justement jusqu'à la fin 2026, qu'on a des grosses probabilités pour baisser plusieurs fois les taux. Or, quand on se rend sur le compte-rendu du FOMC, donc en fait le FOMC c'est une réunion qui a mensuellement où Jérôme Powell prend la parole pour nous donner en fait son avis sur l'économie et quelles sont leurs actions à la Fed pour savoir est-ce qu'ils vont augmenter les taux, pourquoi ils vont le faire, est-ce qu'ils vont les baisser, pourquoi, etc. Il nous faut un peu un point sur l'économie globale. Et donc là on voit donc les probabilités de baisse de taux en fonction des personnes qui sont du coup à la Fed, donc les participants assessment. Donc vous voyez, c'est en anglais, donc je ne sais pas comment on dit exactement en français, mais c'est pour vous montrer qu'en 2025, donc la majorité, elle est sur une baisse de taux voilà, entre 3, 5 et 4, donc à 3,75. Et en 2026, la majorité est toujours entre 3,5 et 3,5. Donc peut-être un petit peu moins, puisque du coup, si on fait une moyenne, on est peut-être un petit peu en dessous. Mais en fait, on se rend compte que sur l'année 2025 et l'année 2026, il n'y a pas forcément beaucoup encore d'attentes sur la baisse des taux du côté de la Fed. Alors que nous, on a vu ici qu'on avait des attentes qui étaient bien plus importantes, vous voyez, qu'on vient jusqu'à 3% de taux d'intérêt, alors que là, les 3%, ça serait ici sur ce trait noir. Donc on n'y est pas encore, donc c'est pour ça que je vous dis, la Fed prend son temps, les gens pensent qu'ils vont baisser, mais non, pour l'instant ils sont vraiment en mode tranquille, ils veulent pas se précipiter pour faire n'importe quoi, donc on y va tranquillement. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que pendant le FOMC, donc Jérôme Powell nous a dit qu'il allait arrêter le quantitative tightening, donc je vous le mets à l'écran. Donc vous voyez, lors de 2019, hop, et on a beaucoup imprimé d'argent, pardon. Et en fait, le contre-coup a été une grosse descente bien longue. Et en fait, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas du tout d'argent qui rentre dans l'économie via le quantitative easing. Donc déjà, on sait qu'au 1er décembre, il sera arrêté. Par contre, on n'a pas de date sur le début du quantitative easing. Donc bon, c'est déjà des bonnes nouvelles, mais il ne faut pas non plus s'enflammer, se dire, bon, ben ça y est, to the moon, ça va exploser. Donc ça, je vous montre tout ça pour vous dire que les news sont positives, certes, mais elles ne sont pas extrêmement positive dans le sens où on va exploser de suite. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, on a des bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles qui sont mitigées, c'est-à-dire qui sont plutôt tranquilles. Ensuite, je vais vous parler de la masse monétaire M2, donc que je vous montre depuis très longtemps, qui a une corrélation assez importante avec le Bitcoin. Sauf que là, dernièrement, on voit qu'il y a un décrochage complet et que le Bitcoin ne suit pas cette masse monétaire globale. Donc pourquoi elle fait ça? En fait, c'est notamment dû au trésor américain, il me semble, oui, qui a mis en réserve à cause du shutdown des liquidités, ce qui fait qu'on n'a pas eu d'injection de liquidités sur les marchés. Et vu que Bitcoin il arrive en dernier dans les investissements de la plupart des gens, puisque d'abord les gens vont aller sur des actifs pas risqués, après des actifs un peu risqués, et en dernier les actifs risqués, donc le Bitcoin, et encore après il y aura les altcoins. Donc on a notre Bitcoin qui évolue très peu. Pendant ce temps, donc les altcoins, ils n'ont pas une tête plate, ils ont une tête plutôt descendante, c'est-à-dire que pour l'instant, les altcoins se pètent la gueule. Donc c'est entre guillemets temporaire, puisque quand on aura la fin du shutdown, l'argent va pouvoir revenir. On a cette masse monétaire qui est toujours en augmentation, et une fois que l'argent va revenir directement dans le Bitcoin, on devrait avoir du coup une réaugmentation pour venir faire une dernière
jambe haussière sur le début d'année 2026 normalement. En plus de ça, on a l'or donc qui a énormément performé ces dernières semaines. Donc là, alors je vous parle, il a corrigé donc de quelques pourcents parce que c'était vraiment n'importe quoi. Il avait explosé complètement à la hausse et ça, on le voit bien ici sur ce graphique. Donc ça, c'est le graphique qui met le Bitcoin contre l'or. Donc quand ce graphique monte, le Bitcoin surperforme l'or. Quand il baisse, c'est l'inverse, c'est l'or qui surperforme le Bitcoin. Donc vous voyez bien que là dernièrement on a une énorme baisse et assez rapide donc du coup de ce ratio là, sachant qu'on était ici sous la résistance. Donc normalement l'or et le Bitcoin ont une corrélation de quelques temps de décalage, c'est-à-dire que d'abord l'or monte, quand l'or baisse, le Bitcoin monte. Ok, donc là on le voit à peu près. L'or monte, le Bitcoin il fait entre guillemets rien, après c'est son tour. Il baisse, c'est son tour, il baisse, et là ça devrait être son tour ensuite concernant l'or qui devrait lui corriger comme on l'a vu. Donc par rapport à l'or, comme vous avez pu le voir, peut-être il y avait énormément de gens qui faisaient la queue dans les boutiques pour vendre de l'or. Donc ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire acheter quand tout le monde veut acheter le même actif, quand on est sur des all-time high, donc des ATH. Et nous c'est vraiment ce qu'on va faire attention quand ça va être le tour du Bitcoin, puisque normalement les marchés corrigent quand on a une euphorie, les gros prennent leur profit. Les particuliers, les gens qui connaissent rien, vont rentrer à ce moment-là. Ils vont servir de contrepartie à l'achat pour les gros qui vont vouloir vendre parce que du coup, eux, ils auront acheté beaucoup plus tôt. Et donc, c'est vraiment à ces moments-là que nous, on va vouloir se retirer du marché pour éviter de perdre de l'argent. Voilà, donc on a fait un petit tour sur les raisons macroéconomiques qui me disent que le cycle, normalement, devrait continuer dans les mois qui arrivent. Donc évidemment, tout ça, c'est valable uniquement si on ne casse pas la structure long terme du Bitcoin que je vous ai mis à l'écran. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas casser les plus bas. Donc ici, les plus bas sont au niveau des 98 000, ici, là où il y a de la liquidité à venir récupérer. Donc on peut potentiellement venir faire une mèche dessous, donc c'est-à-dire venir court terme casser ce niveau, puis remonter assez rapidement pour repartir à la hausse. Donc il va falloir surveiller ça de près. Dans tous les cas, voilà, la moyenne mobile qui nous a servi de support plusieurs fois dans le cycle est toujours donc du coup au-dessous de nous, donc il va falloir la garder. On a cette grande trendline aussi qui est donc juste en dessous de nous. Donc pour l'instant, entre guillemets, il n'y a pas à s'en faire puisque tout paraît à peu près normal. Mais il va falloir rester attentif puisque si on a des signes donc du coup où on casse donc du coup cette structure au long terme, potentiellement ça pourra nous donner un bear market à prévoir dans les mois qui suivent. Donc il faudra potentiellement liquider toutes les positions sur les altcoins qui elles prendront encore plus tarif que le Bitcoin. Voilà, donc il y a plein d'autres raisons en plus de ça que je ne vous ai pas exposé parce que là c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste vous faire un petit point sur l'état du marché actuellement et quelques raisons qui me font dire qu'on va normalement aller plus haut. Donc là je vous fais juste un tout petit point sur la partie altcoin puisque ça je le réserve aux personnes que je suis sur leurs investissements. Donc ça c'est le Russell 2000, c'est du coup un indice qui regroupe des petites capitalisations boursières. Et en fait, si vous voulez, ces petites capitalisations boursières, quand on va avoir une augmentation de celle-ci, donc de la valeur totale, donc ici par exemple on a vu dernièrement une belle augmentation, souvent derrière on a les altcoins qui vont eux aussi performer. Pourquoi? Parce que quand on a de l'argent qui va sur les petites capitalisations boursières, ça veut dire que le marché dans sa globalité est en risk on, c'est-à-dire que les gens ont déjà mis sur des choses pas risquées, et petit à petit, ils augmentent leur risque parce qu'ils ont de la liquidité à investir. Et donc ça arrive en dernier dans les actifs boursiers. Et donc nous, justement, vu qu'on est après, on devrait avoir nos altcoins qui devraient performer par la suite. Donc vous voyez, là, on est en train de vouloir casser la résistance à la hausse. Et donc ça, c'est super positif pour nous, puisque derrière, potentiellement, on va pouvoir avoir nos altcoins qui vont performer. Sachant que comme je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo, on est toujours dans ce triangle de compression et si potentiellement on casse à la hausse, et ben on peut avoir nos gains du coup sur ce bull run qui pourrait arriver à ce moment-là parce que pour l'instant, la plupart des personnes qui sont sur les altcoins, je pense qu'elles sont pas beaucoup en positif, or celles qui ont pris voilà, donc de l'Ethereum par exemple ou du Solana en tout début de cycle. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui pour ce que j'avais à vous dire concernant le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt optimiste sur les mois qui arrivent. À court terme, potentiellement, on peut avoir de la volatilité. Voilà, si on vient chercher les liquidités qu'on a au niveau à peu près des 98 000. Donc
Il faut être préparé si jamais ce scénario se produit. Par contre, normalement, après, ça devrait remonter, sauf si vraiment on a des mauvaises nouvelles et que le marché se retourne structurellement à la baisse. Et si ce type d'analyse te plaît, n'hésite pas à laisser un like juste en dessous de la vidéo, à t'abonner et à poser toutes tes questions si tu en as, j'y répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Luc, ciao!